Okay. En fait, le problème des entrepreneurs, souvent, c'est qu'ils attendent toujours que la vidéo n'ait pas de défaut, que le son soit parfait, que le cadrage soit bien. Mais quand on commence, c'est impossible. C'est un vrai métier de professionnel. Se mettre en vidéo, c'est se mettre en danger. Oser affirmer son imperfection, oser montrer qui on est vraiment au fond de nous-mêmes, avec de l'humour aussi. Moi, je fais beaucoup de vidéos avec de l'humour, et ça, sur LinkedIn, ça marche très très bien. Aujourd'hui, tous mes clients me disent qu'ils adorent... mes vidéos parce qu'il y a de l'humour justement. En France, on est quand même un peu à la traîne sur ce sujet. En Angleterre, c'est là, c'est quoi, heureusement ça arrive. Bienvenue dans le Market du succès, le podcast qui vous offre un accès exclusif aux experts marketing les plus reconnus et réputés en France. Découvrez leurs expériences, recevez des conseils concrets et des stratégies de pointe pour briller en ligne. Abonnez-vous pour passer de la théorie à l'action. Bonjour Caroline. Bonjour Julie. Ça va? Très bien, et toi? Super, tout d'abord bienvenue au Market du succès. Merci, ça me fait très plaisir d'être là. Aujourd'hui on va parler de vidéo, non? Oui, c'est mieux. Format vidéo. Ouais, trop bien. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter Carogori, ton agence? Bien sûr, donc moi je m'appelle Caroline Rousset, j'ai 38 ans, j'habite à Paris et je suis créatrice de vidéos pour les entrepreneurs et les entreprises. En fait, c'est des vidéos d'influence que je mets en avant sur le réseau LinkedIn. Et Carogori, c'est le nom de ma marque. En fait, moi, je me déguise souvent en gorille pour faire rire les gens. Du coup, je fais des vidéos un petit peu folles, très second degré, et c'est un peu ce qui reste dans la mémoire des gens aussi. Donc justement, on parle un peu de la création de vidéos pour entrepreneurs. Donc pour toi, c'est quoi pourquoi c'est si important d'utiliser ce format pour mettre en avant son business comme entrepreneur? Parce qu'aujourd'hui, la vidéo, c'est incontournable, on en voit partout. Et justement, ceux qui font la vidéo, c'est ceux qui font la différence aujourd'hui. Parce qu'il y en a peu qui osent s'aventurer dans la vidéo. Oui. Donc le peu qui y va, c'est celui qui va se différencier finalement de tous les autres et qui va oser montrer comment il est vraiment. Et la vidéo, c'est un vrai moyen de transmettre vraiment ses valeurs, son énergie, sa personnalité. Donc c'est un canal qui est vraiment très puissant. C'est vrai, et on parle surtout sur LinkedIn de plus en plus. C'est le réseau social qu'on doit utiliser pour se vendre comme entrepreneur. Tout à fait. Quand on parle justement de raconter une histoire comme entrepreneur, c'est quoi l'importance du storytelling un peu dans la création de ces vidéos? Mais en fait, le storytelling, c'est très très important parce que il faut faire vivre aussi son audience, il faut la faire rêver. Et le storytelling, c'est un petit peu un retour en enfance, mais quand on est adulte. Et ça permet aussi de rattacher son audience avec les valeurs qu'on a au fond de nous pour raconter un petit peu l'histoire qu'on a eue, par où est-ce qu'on est passé, toutes les étapes qu'on a franchies pour en arriver là. Parce que les gens, ils ont besoin de se connecter vraiment avec la personne. Ouais. Et le storytelling, ça permet justement de relier un petit peu toutes les pages de notre histoire pour arriver jusqu'à la personne qu'on est aujourd'hui. Donc c'est un très bon lien de connexion finalement. C'est vrai qu'on parle de plus en plus d'humaniser les marques. Et j'ai l'impression que souvent... ceux qui arrivent à sortir du lot, c'est justement les marques qui arrivent à montrer leurs valeurs et à vraiment connecter avec leur communauté. Oui, tout à fait. Les marques aujourd'hui qui marchent bien, c'est pas les marques qui vont parler tout le temps d'elles, tout le temps à vendre. C'est les marques qui vont plus chercher à l'intérieur de leur ADN finalement pour transmettre qui elles sont vraiment, à qui est-ce qu'elles veulent s'adresser. Et aujourd'hui, c'est ça que les gens recherchent. Les gens aujourd'hui, ils recherchent pas des publicités toutes léchées, toutes parfaites comme on voyait auparavant. Aujourd'hui, les gens, ils recherchent des vraies connexions avec des vraies personnes. Qui ont des histoires sincères et des histoires qui vont leur parler aussi. Donc aujourd'hui, c'est ça qui fonctionne. Ouais, c'est vrai que par exemple, on sait qu'aujourd'hui, les gens, ils vont pas acheter un produit ou un service que pour le produit, parce qu'en fait, il y a plusieurs produits qui sont similaires, qui sont semblables. Et du coup, ce qu'ils vont, c'est qu'ils vont acheter le produit grâce à la marque ou à la personne derrière cette marque. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai envie de dire, on achète plus une personne qu'un produit finalement. Ouais. C'est tout à fait ça. On a besoin de se reconnaître finalement dans la personne qui représente la marque, parce que c'est elle qui va justement traduire toutes ces valeurs-là, qui va porter le message de l'entreprise. Et c'est ça aujourd'hui qu'on achète. On a envie d'acheter des gens qui ont les mêmes passions que nous, qui ont les mêmes rêves que nous, et qui sont vraiment alignés avec ce qu'on veut faire. Donc c'est hyper important. Ouais. Quels seraient un petit peu les conseils que tu pourrais donner pour bien raconter une histoire ou raconter une histoire captivante, non? Parce qu'on parle beaucoup, c'est bien, on a beaucoup de contenu, on est toujours impacté par du contenu tous les jours, mais comment est-ce que tu fais pour raconter une histoire qui vraiment fait que les gens arrêtent de scroller, en fait? Déjà, il faut toujours trouver des titres un peu accrocheurs, tu vois, parce que si c'est des titres bateaux, les gens restent pas. Ouais. Et sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de concurrence, donc il faut arriver à sortir du lot. Et pour arriver à sortir du lot, il faut oser, des fois, s'aventurer dans des chemins un petit peu compliqués. Essayer de tester aussi des formats qu'on n'a pas fait auparavant. Et j'ai envie de dire, ceux qui gagnent, c'est ceux qui osent vraiment être eux-mêmes à 100%, qui n'ont pas peur du regard des autres et qui tentent des choses.
Et je le vois de plus en plus sur LinkedIn aujourd'hui, ceux qui marchent le plus, c'est ceux qui ont vraiment réussi à se créer une marque personnelle très forte. Ouais. En fait, aujourd'hui, on arrive à les reconnaître parmi des milliers de personnes, juste avec des codes couleurs ou des éléments de langage ou des éléments de design, parce qu'ils ont réussi à ancrer ça en nous vraiment très profondément. Et aujourd'hui, c'est hyper fort. Donc justement, tu as parlé de personal branding, non? C'est quelque chose qu'on parle de plus en plus, c'est quelque chose qu'on voit en plus en hausse, non? Au niveau, surtout sur LinkedIn, bien sûr. Oui, aujourd'hui, la marque personnelle, c'est vraiment ce qui fait la différence. C'est ce qui nous différencie de tous les autres, finalement. Et ceux qui gagnent aujourd'hui, c'est ceux qui osent être eux-mêmes à 100%. C'est pas ceux qui vont vouloir être dans un moule pour ressembler à tout le monde et pas prendre de risques. Aujourd'hui, ceux qui gagnent, c'est ceux qui prennent des risques, qui osent aller un peu dans des milieux qu'ils n'ont jamais fait, prendre aimer le danger finalement. Ouais. Aimer aller là où ils sont jamais allés parce que c'est là qu'ils vont grandir le plus et qu'ils vont montrer aussi à leur audience justement qu'ils prennent des risques parce qu'ils sont audacieux et c'est ce que les gens recherchent aussi aujourd'hui. Si on parle de titres accrocheurs, non, tu dis les gens qui sortent du lot, les gens qui osent. Ouais. Donc on voit beaucoup de gens, en fait, on voit des modèles un peu copier-coller sur LinkedIn. Oui. Donc vraiment ce que tu dis, c'est qu'il faut vraiment oser proposer quelque chose de nouveau, en fait, sur la communication. Ouais, tout à fait. Il faut vraiment pas rechercher à ressembler à son idole ou à sa star préférée. Il faut vraiment créer soi-même son personnage sans tricher, en restant tout à fait honnête, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui fait la différence. Donc toujours être authentique et ne pas tricher avec son audience. Et voilà, je pense qu'il faut vraiment arriver à trouver pourquoi est-ce qu'on est fait, trouver son why profond, sa motivation et essayer de montrer ça vraiment à son audience de la plus simple des manières, mais aussi en essayant des fois d'avoir un petit peu un petit truc en plus finalement qui va les différencier des autres pour sortir du lot. Ouais. C'est vrai que par exemple, il y a plusieurs, quand on parle de storytelling, les gens ils disent j'ai pas une histoire à raconter, j'ai pas une histoire super tragique ou impactante. Non, souvent on a l'impression, mais après c'est vrai, on a tous des histoires à raconter, mais c'est juste de voir comment le raconter, non? Voilà, c'est ça, c'est la magie du storytelling. On a toujours quelque chose en nous qui va faire qu'on est unique finalement. Et on a toujours ce petit plus qui va nous différencier de quelqu'un d'autre. Et il faut arriver à le sortir, à le comprendre. Et des fois, ça peut être un travail sur nous-mêmes aussi à faire. Ouais. Et justement, la création de contenu, c'est là où c'est intéressant. C'est que plus on va écrire des posts et plus on va apprendre à se connaître. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on publie des posts, on prend un risque aussi. Le risque de se faire juger par les autres. Mais c'est un risque, franchement, qui fait beaucoup grandir. Moi, ça fait 2 ans là, que je publie sur LinkedIn non-stop tous les jours. Et moi, ça m'a beaucoup appris sur moi-même. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Et donc, je trouve que rien que pour ça, ça vaut le coup. Et le storytelling, je trouve que ça a un petit côté magique où ça nous rappelle aussi notre enfance. Et on essaie de trouver justement des petits coins de notre mémoire qui nous ont marqués et on va essayer de les mettre en lumière pour que ça fasse résonner quelqu'un aussi. Complètement. En fait, je vois souvent dans les différents réseaux, non, la façon qu'on raconte l'histoire, c'est aussi c'est cette façon de se rapprocher de notre public cible. Non, dans ce cas-ci, c'est une façon que les gens ils disent justement, t'es pas juste une machine à vendre, non, comme on dit, c'est vraiment, t'es une personne, t'es un marketeur. Ouais, bien sûr. L'humain doit toujours rester la base de toute communication. Il faut vraiment se détacher le maximum de l'entreprise, finalement. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que les gens recherchent. Aujourd'hui, les gens, ils sont toujours très connectés, ils sont un peu isolés chez eux aussi avec le télétravail. Donc, il faut arriver à montrer aussi comment est-ce qu'on est, comment est-ce qu'on va pouvoir apporter quelque chose aussi aux autres. Et pour ça, il faut vraiment arriver à trouver comment est-ce qu'on est unique et comment est-ce qu'on peut arriver à le transmettre finalement à son audience. Et par exemple, quand tu crées des vidéos avec les entrepreneurs, quels sont un petit peu les défis ou les erreurs qu'ils pourraient commettre avant de commencer à créer des vidéos avec toi? La première erreur, ça serait de vouloir faire une vidéo parfaite, parce que la vidéo parfaite n'existe pas. Enfin, en tout cas, selon moi, elle n'existe pas. Okay. En fait, le problème des entrepreneurs, souvent, c'est qu'ils attendent toujours que la vidéo n'ait pas de défaut, que le son soit parfait, que le cadrage soit bien. Mais quand on commence, c'est impossible. C'est un vrai métier de professionnel et c'est quand même assez difficile. Moi, j'ai envie de dire, la pire des vidéos, c'est celle qu'on n'a jamais faite. Ouais. Parce que se mettre en vidéo, c'est se mettre en danger, c'est oser affirmer son imperfection, oser montrer qui on est vraiment au fond de nous-mêmes. Et moi, quand j'ai commencé la vidéo, je me suis filmée moi-même dans la rue avec des gens que je rencontrais, que je connaissais même pas. Et finalement, c'est ça que les gens ont aimé, c'est ça que les gens recherchent aujourd'hui. Les gens, ils recherchent de l'authenticité et des gens qui prennent du risque. Et c'est ça aussi comme ça qu'on grandit de plus en plus. Parce que quand on reste dans son canapé, on n'avance pas. Non, mais c'est vrai, mais justement, tu as dit un petit peu le mot-clé, non? C'est l'authenticité. On en parle énormément. Oui, j'ai l'impression que de plus en plus, on reparle d'authenticité et de plus en plus, on recherche à remettre de l'authenticité dans les marques. Oui, de plus en plus, aujourd'hui, c'est la base de toute communication. Parce que si il y a une marque qui va mentir ou qui va faire
de la surpromesse, les gens ils vont pas y croire et après ils vont se détacher complètement de la marque. Aujourd'hui, il faut vraiment pas mentir. Il faut oser assumer aussi qu'on fait des erreurs. Il faut montrer par où on est passé. Enfin, vraiment rester humble et totalement sincère. C'est vrai que ça fait beaucoup la différence. Et comment vois-tu un peu l'impact des réseaux sociaux sur la distribution de ces vidéos, la diffusion de ces vidéos et la possibilité justement d'atteindre un certain public cible? Je pense que les vidéos, il y en aura de plus en plus sur tous les réseaux sociaux. On voit que l'effet TikTok, ça fait boule de neige un petit peu sur beaucoup de réseaux, notamment avec YouTube, avec les shorts, ça s'appelait de plus en plus. Donc je pense que ça va se répandre de plus en plus, ça va avoir de plus en plus d'impact. Si on veut toucher plus les entreprises, c'est vrai que LinkedIn, c'est très puissant. Après, si on veut aller sur du long terme, créer plus sa marque personnelle, je pense que YouTube, ça peut être une bonne idée, même si c'est beaucoup de travail et que ça prend beaucoup de temps. Et après TikTok, moi TikTok, j'y suis pas encore allée. Mais je sais que c'est très puissant aussi. Mais après, voilà. Le problème, c'est qu'il faut arriver aussi à se concentrer sur une plateforme et être déjà très très bon dans une plateforme. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon avis. Okay. Plutôt que d'aller un peu partout et d'être moyen dans tout. Je pense qu'il vaut mieux se spécialiser dans une plateforme. Ouais. Non, c'est vrai. Pour revenir un petit peu sur LinkedIn, on sait que LinkedIn, initialement, c'était une plateforme plus de texte. Oui, on a tout vu à fait. Qui a beaucoup évolué. J'aimerais voir un petit peu ton opinion sur l'évolution de LinkedIn. Est-ce que tu as vu des tendances évoluer aussi dans les dernières années? Oui, tout à fait. En fait, LinkedIn, aujourd'hui, ça répond aussi à une demande du marché. Les gens, aujourd'hui, ils ont envie de mixité, ils ont envie de s'amuser aussi quand ils lisent du contenu. Et c'est vrai que les textes, c'était un petit peu rébarbatif, c'était pas très sympa à lire, finalement. Enfin, quand c'est que du texte, c'est pas très amusant. Que quand il y a du texte, des photos, des vidéos, c'est toujours plus sympa. Et donc aujourd'hui, LinkedIn, j'ai l'impression que ça s'inspire un peu plus d'Instagram, avec un peu plus de photos, et aussi un petit peu de TikTok, avec plus de vidéos qui arrivent. En fait, c'est un réseau, finalement, qui a grandi avec son époque, et aujourd'hui, on voit que ça marche de plus en plus, parce que ça crée des synergies entre plein de personnes différentes, et donc il y a du business qui se crée, et finalement, c'est très, très puissant. C'est vrai. Quand on parle aussi de la puissance de LinkedIn, quelles seraient un petit peu tes recommandations pour pouvoir justement sortir du lot sur la plateforme? Si c'est au niveau des contenus, au niveau des formats, au niveau de la fréquence des posts. Je pense que si on veut vraiment arriver à avoir une marque personnelle très forte, il faut quand même y passer du temps. On peut dire ce qu'on veut, mais voilà, si investir vraiment, ça marche vraiment. Moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas sur 2 ans, en publiant tous les jours, même quand j'étais en vacances. Et on voit que ça paye finalement au bout du compte. Donc je pense que c'est vraiment un travail sur du long terme, mais qui sera payant vraiment tout le temps. Et ce qui marche bien, c'est de mixer les contenus. Moi, c'est ce que je fais pour moi. C'est-à-dire, des fois, je fais des posts sans photos. Je fais des posts avec des photos plus du texte. Et des posts avec des vidéos. Et je pense que c'est ça que les gens aiment bien. C'est vraiment mixer un petit peu les contenus pour pas rester que sur un format. Parce que ça montre un peu la diversité. Ça montre qu'on a plusieurs casquettes. Et c'est plutôt sympa à lire. En fait, il faut vraiment penser à son audience, se mettre à sa place. Et se dire, mais de quoi elle a besoin et qu'est-ce qui lui plairait aujourd'hui. Donc on réfléchit à sa place, on répond à ses besoins, ses questions, et avec ça, on crée du contenu. Justement, tu parles un peu des besoins de l'audience, non? Comment est-ce que tu accompagnes les entrepreneurs dans la création de ces contenus, justement, pour bien cibler leur audience? Je passe beaucoup de temps déjà avec eux à échanger sur leurs besoins, sur leurs attentes du moment, sur leurs difficultés. Et à partir de là, je leur crée une vidéo vraiment à leur image pour qu'ils arrivent mieux à exprimer ce qu'ils vendent, ce qu'ils ont à mettre en avant, leur personnalité, pour que finalement ça leur fasse une vidéo unique qu'ils puissent utiliser aussi sur d'autres plateformes. Quelles sont les difficultés au niveau pour quelqu'un qui, par exemple, n'a jamais fait de la vidéo? Non, j'imagine que lorsqu'on crée une vidéo, tu me dis, tu fais le script avec un contenu, avec des détails et tout. Comment est-ce que tu recommanderais de quelqu'un qui se lance en vidéo, parler à la caméra, je sais pas, par exemple, c'est compliqué. Il y a des gens, on est très timide, on n'est pas habitué, on sait pas regarder. C'est vraiment un exercice très très difficile. Et puis en plus, on s'aime jamais en vidéo. On est toujours trop dur avec nous-mêmes et on voit toujours des défauts finalement. Et moi, je dis souvent aux gens, c'est normal que vous trouviez des défauts, mais allez-y, publiez la vidéo. Et puis plus vous allez en publier, plus vous allez vous accepter et puis prendre plus confiance en vous. Mais c'est vrai que le plus dur au début, c'est d'avoir un objectif fixé sur soi et de se dire, oh là là, tout le monde va me voir finalement. Ouais. Et vraiment essayer de se détacher au maximum de l'objectif, de se dire, c'est peut-être mon ami qui est en face, qui me regarde, de se mettre plutôt dans des conditions un peu plus agréables et puis s'entraîner aussi. Ouais. L'entraînement, plus on parle devant la caméra, plus on sera à l'aise, plus on saura un peu de quoi on veut parler, d'avoir une ligne directrice, de savoir de quoi on va parler. Parce que souvent les vidéos sur les réseaux sociaux, il faut les faire courtes et impactantes. Donc il faut avoir un message clair, directif. Donc avoir des mots qui vont plus parler, notamment le copywriting, avec des verbes d'action.
pour tout de suite expliquer ce qu'on fait de manière simple mais efficace. Donc s'entraîner, franchement, c'est une bonne idée. On peut s'entraîner aussi devant un miroir. Et puis après, se mettre en avant avec du maquillage, des habits qui nous rendent à l'aise. Tout ça, c'est plein de petits trucs qui aident à être plus efficace. Non, c'est vrai, il faut pratiquer en fait. C'est comme pour tout, hein. Ouais. C'est comme les premiers posts LinkedIn qu'on écrit. Voilà, c'est toujours, si tu regardes les posts que tu as écrits il y a 2 ans, sûrement tu diras waouh. Ah oui, j'ai honte. Je dis, mais comment j'ai pu écrire ça? C'est horrible. Non, c'est la même chose avec les vidéos en fait. Ouais, c'est pareil. Moi, si je regarde l'autre fois, j'ai publié d'ailleurs ma première vidéo que j'avais fait pour un entretien. Et je l'ai publiée sur LinkedIn pour montrer aux gens, regardez, ça c'était moi il y a 2 ans. Et aujourd'hui, ça c'est moi maintenant. Comme ça, ils ont vu la progression. Et pour leur montrer que je suis partie de très loin. Et même aujourd'hui, j'apprends encore. Parce que la vidéo, c'est pas juste se filmer. Hein. C'est arriver à parler simplement, pas parler trop vite, avoir une élocution claire, pas être brouillon dans sa tête, sourire un petit peu. Enfin, c'est hyper complexe finalement. Mais bon, faut arriver à se détacher aussi de ça et de parler avec son cœur aussi, parce que c'est ce qui va toucher le plus son audience. Je pense qu'il faut aussi apprendre à surmonter un petit peu le syndrome de l'imposteur. Quand on commence... Pas seulement la vidéo, non, mais quand on commence à parler de soi ou parler avec notre personal branding. Ouais, tout à fait. Bah, ça, c'est tout le temps ce qu'on rencontre, en fait. Les gens se disent, mais pourquoi moi voilà, j'ai pas fait de grandes écoles, je suis pas plus intelligent que quelqu'un d'autre, donc pourquoi est-ce qu'on va m'écouter, finalement Et moi, au début, je l'ai eu, ce syndrome de l'imposteur, jusqu'au jour où je me suis dit, mais attends, il y en a plein d'autres qui prennent la parole, on les écoute. Pourquoi est-ce que toi, on t'écouterait pas? Et en fait, on a tous notre place, on a tous quelque chose en nous qui va nous rendre différents. Enfin, en tout cas, on a tous un message à faire entendre. Et finalement, prendre la parole, aujourd'hui, c'est un super pouvoir. Et justement, quand on crée du contenu, quand on arrive à avoir une audience assez engagée, on se rend compte que ce pouvoir est de plus en plus grand. Parce que plus on a une audience forte, et plus on va être écouté, plus on va être challengé, avoir des discussions intéressantes. Donc c'est là où on se dit, mais en fait, aujourd'hui, tout le monde devrait se mettre à la création de contenu. C'est vrai, il y a plusieurs personnes en fait qui pensent que c'est que les entrepreneurs qui devraient se lancer à la création de contenu, mais les salariés en fait, on devrait tous avoir notre marque personnelle, parce qu'en fait on est attaché à une boîte, mais on a aussi notre expertise. Et oui, bien sûr, non mais puis ça, créer sa marque personnelle, ça peut servir aussi si un jour on quitte l'entreprise pour trouver un autre travail, montrer ce qu'on a réussi à faire pour la boîte, enfin... C'est très très important. Ah, c'est comme notre CV en fait. Ouais, pareil, mais en mieux. Aujourd'hui, les CV, on en voit de moins en moins. Hein. D'ailleurs, je suis bien contente de ne plus en avoir à en faire parce que je détestais ça. C'est vrai. Je trouve que c'est trop... c'est bon, on n'est plus des enfants, tu vois. On est des adultes, on a besoin d'être considérés comme des adultes. Et justement, la création de contenu, ça évite d'avoir un CV. Aujourd'hui, on dit, regarde mon LinkedIn, et tu verras ce que je sais faire. Et je trouve que c'est plus efficace qu'un juste un CV avec des mots. Où on va peut-être tricher d'ailleurs sur des diplômes souvent. Oui. Que sur LinkedIn, les gens vont pouvoir voir quand même sur le long terme ce qu'on a fait, ce qu'on a produit. Je trouve que c'est quand même plus parlant. C'est vrai que toute cette création de notre CV sur LinkedIn, les gens, c'est tout un travail. Mais c'est que dès qu'on a, en fait, c'est notre portfolio qui nous ouvre en fait toutes les portes à la création de contenu aussi. Parce que moi, souvent, ce que j'ai commencé à faire, je me suis basée sur mon expérience. J'ai dit, la première chose dont je vais parler, c'est mes 10 ans, 12 ans d'expérience en marketing. Qu'est-ce que j'ai fait dans ces entreprises? J'ai parlé de ça et de ça. Et c'est ça qui a vraiment aidé à un petit peu, quand on commence dans cette création de contenu, on a souvent de la peine à décider de quoi on va parler. Et oui, Si tu as un bon profil de LinkedIn, c'est vraiment, tu as tes piliers qui sont là, en fait. Ouais, c'est ça. Puis j'ai envie de dire, au début, des fois, on peut partir sans vraiment savoir où on va aller. Hein. Au début, j'étais copywriter et ghostwriter, donc j'écrivais les posts pour les dirigeants d'entreprise. Mais après, je me suis mis à faire de la vidéo et c'était pas du tout dans le plan. Enfin, tu vois, j'avais rien prévu. Et je trouve que c'est ça aussi qui est sympa aujourd'hui sur les réseaux, c'est que tout le monde a sa chance finalement. Même si on part pas avec les mêmes bagages au départ, ça peut donner vraiment la chance à tout le monde de vivre de son activité et de sa passion. Et justement, faut se faire confiance. Il faut se dire, j'en suis capable et je vais y arriver. Et je trouve que c'est vraiment ce côté où la détermination, tu vois, de publier vraiment régulièrement tous les jours, qui va porter ses fruits un jour ou l'autre. Parce qu'à un moment, les gens vont voir qu'on lâche rien, qu'on y va, qu'on essaye des trucs. Et petit à petit, ça va fédérer. Et puis les gens vont peut-être venir vous voir pour faire des posts sponsorisés, pour faire des collaborations. Et ça, c'est super intéressant finalement. Même au niveau des employeurs, souvent, on a encore des entreprises, malheureusement, qui favorisent pas trop la création de contenu ou le personal branding chez leurs employés. Parce qu'ils ont peur, ils disent non, ils vont partir à la concurrence, on va aller leur offrir des meilleurs postes et tout. Mais c'est vrai qu'on a de plus en plus les programmes d'employés advocacy. Oui, ça c'est très très puissant. Ça. Justement, en France, on est quand même un peu à la traîne sur ce sujet. En Angleterre, heureusement ça arrive. Mais quand on voit, j'ai vu plusieurs études là-dessus et c'est très très puissant. Hein. Ça peut aider justement à l'entreprise à améliorer son image de marque,
à recruter du personnel, à montrer une bonne image de l'entreprise. Parce que quand tous les salariés vont dans la même direction, avec une même dynamique, bah, ça crée une énergie vraiment très très forte pour l'entreprise. Hein. Moi, j'ai constaté plusieurs fois, c'est très très puissant. Mais c'est aussi une façon d'humaniser, non? On parle encore d'authenticité, d'humaniser les entreprises et les marques. Mais cette fois-ci, c'est vrai que ce qu'on fait, c'est qu'on prend chaque expertise. Parce que cette fois-ci, dans un programme d'employé advocacy, par exemple, nous, chez Semrush, on en a plusieurs. Et on n'est pas forcé de publier sur la marque. Non? Mais ce qu'ils font, c'est qu'on est encouragé à développer nos marques personnelles, à parler de nos expertises. Non? Donc, on peut parler d'email marketing si tu es dans l'équipe d'email marketing. On peut parler de design, on peut parler de produits, peu importe. Et ce qui fait que, forcément, dans certains postes qu'on publie, on va parler de la marque. Et oui, mais ça, c'est le mieux. C'est quand l'entreprise laisse vraiment de la liberté à ses salariés pour publier comme ils ont un petit peu envie. Et je pense que les salariés le rendent bien parce qu'ils aiment bien justement cette liberté de création. C'est vrai. Je voulais te demander un petit peu, pour revenir un petit peu plus à la partie vidéo. Mais... au niveau quelle serait un peu ta stratégie, non, lorsque tu commences, si tu es entrepreneur et tu veux te lancer dans justement la création de vidéos, quels seraient un petit peu les conseils que tu aurais à donner pour justement essayer de maximiser les contenus que tu produis, parce qu'on parle de, ça prend du temps, produire des contenus sur LinkedIn, ça prend du temps, créer des vidéos. Est-ce que tu as des trucs ou conseils que tu pourrais donner? Le premier conseil, c'est de se mettre une deadline, de se dire, sur un mois, je vais essayer de faire 5 vidéos et je vais m'y tenir. Et c'est pas 3 vidéos parce que j'ai pas eu le temps d'en faire 5. C'est vraiment se mettre des objectifs et s'y tenir. Donc ça, déjà, c'est très important. Ensuite, c'est relâcher un petit peu la pression et se dire, je vais tenter des choses, je vais essayer des outils. Et voilà, si même la vidéo n'est pas optimale, je vais quand même la publier. Parce que ça va montrer justement à l'audience que tu as essayé de faire quelque chose et qu'au bout du compte, tu t'améliores petit à petit. Et aujourd'hui, on a plein d'outils pour nous aider à faire des vidéos. Il y a CapCut, tu vois, pour monter facilement. Tu as Submagic pour faire les sous-titres. Enfin, il y a énormément d'outils aujourd'hui à disposition des entrepreneurs. Et franchement, une vidéo aujourd'hui, à part quand tu vas la filmer, si tu t'entraînes beaucoup, ça va pas te prendre beaucoup de temps. Hein. Plus aujourd'hui, tu as les sous-titres avec l'intelligence artificielle. Bon, il faut souvent corriger quelques petites fautes d'orthographe, mais franchement, moi, des fois, je fais des vidéos très très vite. Hein. Justement, tu as parlé d'intelligence artificielle. Je voulais te demander un petit peu ton opinion sur la création de contenu avec l'intelligence artificielle. Quelles seraient un petit peu les bonnes pratiques à le faire? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Alors moi, je suis un petit peu en retard dans ce domaine-là, pour être tout à fait honnête. J'ai vu par contre des gens qui l'utilisaient et c'est vrai que c'était assez impressionnant. D'ailleurs, on pourrait se poser la question... quel va être le métier de vidéaste dans quelques années si l'intelligence artificielle arrive à faire un petit peu le même contenu, est-ce qu'on va pas perdre notre job finalement? Bon, je pense qu'au final non, parce qu'il y aura toujours besoin de l'humain et qu'il faut finalement en faire un allié plutôt qu'un ennemi. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment se renseigner le plus tôt possible pour pas être à la traîne et se dire j'étais pas au courant de telle ou telle info. Mais c'est vrai que quand on voit les avancées de l'intelligence artificielle, c'est quand même incroyable. Hein. Ils arrivent à faire des trucs fous. Par exemple, nous, moi, c'est quelque chose que je vois beaucoup chez les entrepreneurs. Je vois une opportunité, justement, de pouvoir étendre leurs produits ou expandre leurs produits dans d'autres marchés en utilisant l'intelligence artificielle. Par exemple, chez Semrush, on a fait un test. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des vidéos qui étaient tournées en portugais et on les a passées par l'intelligence artificielle et on les a publiées sur YouTube en espagnol, en italien. Ah ouais, j'ai vu ça, c'est fou. Et c'est la même personne. Donc et vraiment, c'est impressionnant ce qu'on arrive à faire. Et du coup, je pense aux opportunités des entrepreneurs, par exemple, des petites entreprises. Ils n'ont peut-être pas les ressources de justement à filmer en 4 langues, traduire. Et du coup, c'est quelque chose que je pense qu'il pourrait vraiment porter au niveau du potentiel de croissance. Ah oui, carrément. Ça permet de faire beaucoup plus de vidéos, justement, de diffuser dans plein de pays différents. Ça permet de limiter les coûts aussi, parce que ça évite de faire appel à un traducteur. Je pense que ça permet d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement, ouais. Justement, tu as parlé de coûts. On pense que faire de la vidéo, c'est très cher. Est-ce que tu es d'accord? Ça dépend si on fait appel à un professionnel et qu'on veut un vrai truc carré, pro, ou si on fait un truc nous-mêmes avec notre iPhone, en mode je me débrouille, tu vois. Moi, en tout cas, ce que je pense qui est intéressant, c'est de faire les deux. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Des fois, je me filme tout simplement moi-même avec mon iPhone dans mon salon et je sous-titre moi-même, tu vois. Et en même temps, je fais aussi des vidéos pour mes clients en mode professionnel avec ma vidéaste qui, elle, a 15 ans d'expérience. Wow. Donc, elle sait de quoi elle parle, tu vois. Donc, elle me fait vraiment des vidéos très carrées. Et je trouve que c'est intéressant de mélanger les deux. Parce que moi, il y a aussi mon audience qui va jamais acheter mes produits, mais qui va liker mes posts et qui va aussi me donner de la force. Et ça, c'est aussi important pour moi. Et c'est aussi à ces gens-là que je veux parler avec mes vidéos que je fais moi-même pour leur dire... Vous n'avez peut-être pas les moyens de vous payer une vidéo professionnelle, mais vous pouvez quand même vous mettre à la vidéo en faisant vous-même. Il n'y a pas d'excuse aujourd'hui pour ne pas faire de vidéo.
C'est vrai. Au sujet un petit peu des tendances, on parle beaucoup des différentes tendances. Qu'est-ce que tu as vu sur les formats vidéo? Est-ce que tu as vu une évolution sur le type de format vidéo qu'on fait sur LinkedIn surtout, non? Au niveau du contenu. Ouais, sur LinkedIn, c'est toujours des vidéos très courtes parce que les gens sont très pressés, ils n'ont pas la patience d'attendre. Donc des vidéos qui durent pas plus de 2 minutes. Même 1 minute, c'est optimal. Donc des vidéos assez dynamiques, assez expressives. Toujours mettre des sous-titres pour les gens qui sont malentendants. Et puis bien sûr les gens qui mettent pas le son, parce qu'il y en a plein qui écoutent des vidéos dans le métro ou au boulot. Donc hyper important les sous-titres. Mais ouais, sinon on fait des formats très courts, très impactants, avec de l'humour aussi. Moi je fais beaucoup de vidéos avec de l'humour, et ça sur LinkedIn ça marche très très bien. Aujourd'hui, tous mes clients ils me disent qu'ils adorent mes vidéos parce qu'il y a de l'humour justement, et ils veulent un peu rafraîchir leur image, peut-être un peu trop guindée, et ils trouvent justement que l'humour c'est une bonne idée. Et alors justement sur LinkedIn, quand j'ai commencé il y a 2 ans, il y avait quasiment pas de vidéos, et alors les peu qu'on voyait c'était des vidéos très corpo, pas très drôles, tu vois. Et moi au début quand je me suis lancée, j'ai dit j'y vais, on verra bien ce que ça donne. Et finalement les gens ont beaucoup aimé, donc faut pas hésiter à essayer des choses qui n'ont jamais été faites. C'est vrai qu'on pense que souvent LinkedIn en fait c'est une plateforme très sérieuse, non? On a toujours dit non, c'était la plateforme des professionnels. Oui. En fait moi c'est ce que je pensais aussi, parce que moi j'y étais allée il y a 10 ans en arrière. Et à l'époque, c'était vraiment une plateforme pour trouver un travail, mettre une offre d'emploi en ligne. Enfin, c'était très, très carré. Et quand j'y suis retournée, là, il y a 2 ans, mais j'ai pas reconnu du tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de photos, beaucoup d'interactions, enfin, beaucoup d'entraide aussi. Il y a des gens qui se voient aussi en réel pour faire des événements, pour se retrouver. Donc finalement, tu vois, même quand t'es entrepreneur, que t'es un peu seul, tu peux trouver des contacts de gens très sympas et se voir dans la vie réelle. Et ça, aujourd'hui, c'est très important. Et justement, le réseau LinkedIn, c'est là où il est très fort, c'est que tu arrives à trouver du travail et en même temps, tu arrives à t'éclater. Et je trouve qu'ils ont réussi à bien allier les deux, et c'est hyper puissant. Que penses-tu de l'algorithme de LinkedIn? On en parle beaucoup parce que l'algorithme change énormément. Oui, tout le temps, il nous rend fous. Je pense qu'en fait, là, il est en train d'être de plus en plus dur avec les créateurs de contenu, parce qu'il veut que les meilleurs restent, et que ceux qui ne sont pas déterminés quittent le navire finalement. Et ça, je l'ai observé beaucoup. Il y avait plein de gens que je connaissais qui étaient là depuis déjà quelques temps. Et finalement, ils ont lâché parce que ils voyaient qu'ils n'avaient pas de likes, qu'ils n'avaient pas d'engagement. Ils ont dit, ça sert à rien, je pars. Et en fait, je pense que LinkedIn, aujourd'hui, veut créer une plateforme de plus en plus qualitative, avec des gens qui veulent rester sur du long terme et toujours s'améliorer dans leur contenu. Et du coup, c'est pour ça qu'il est très dur. C'est parce qu'il oblige les gens à se challenger, à se renouveler et à être toujours meilleur, finalement. Est-ce que tu as vu que sur LinkedIn, la vidéo a pris un peu plus d'importance au niveau du reach, par exemple, des impressions, au niveau du format? Parce qu'au début, c'est vrai qu'on parlait que quand la vidéo est sortie sur LinkedIn, les gens avaient assez de problèmes. En fait, on disait, mais la vidéo, ça marche pas sur LinkedIn. Ouais, non, tout à fait. Moi, quand j'ai commencé il y a 2 ans, on m'a regardé comme un ovni. On m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais de la vidéo? Ça marchera jamais. Et moi, quand on me dit ça, ça me donne envie, l'effet inverse, de tenter. Quand on me dit, n'y va pas, j'ai envie d'y aller, en fait. Et en fait, j'ai eu envie de leur prouver le contraire. Je leur ai dit, c'est pas grave, même si je fais 2 likes, je vais quand même en faire. Et à force d'en faire, tu vois, au début, je faisais pas beaucoup de likes parce que les gens, ils avaient pas trop l'habitude. Et finalement, à force d'en voir, ils ont plutôt aimé le format. Et l'intérêt de la vidéo, c'est que toi, t'as ton fil d'actualité qui descend et la vidéo, d'un coup, elle s'ouvre. Donc, si d'un coup, t'as un bon message, que c'est tout de suite dynamique, les gens, ils ont envie de rester. Donc, faut essayer de faire une vidéo pour laquelle les gens vont rester jusqu'au bout. Et si les gens restent jusqu'au bout, souvent, ils vont engager, ils vont liker. Et là, ta vidéo, elle va prendre de l'importance. Est-ce que le format vidéo, c'est le format qui fonctionne le mieux pour toi sur LinkedIn? Pour moi, ouais. Ouais? Oui, ok. Ouais. Parce que j'en ai fait ma marque de fabrique et mon travail aussi. Donc, les gens, ils me connaissent comme la fille qui fait des vidéos aujourd'hui. Donc si je faisais pas de vidéos, tu vois, s'il y aurait un problème, ça serait pas logique. Donc, moi, je suis la fervente défenseuse des vidéos. Et même quand j'en vois qui en font et qui sont encore aux débutants, tu vois, je vais un peu leur donner de la force. Je vais leur dire, allez, continue et tout. Et aujourd'hui, j'ai lancé aussi un challenge sur LinkedIn. Aux gens de mon audience, je leur ai dit, lancez-vous en vidéo, faites-moi une vidéo que vous mettrez sur votre fil d'actualité, et j'en sélectionnerai un qui gagnera un coaching avec moi. Ah, super. Et finalement, il y a eu du monde qui a participé, et tu vois, il y en a plein qui m'ont envoyé leur vidéo en message privé, j'aurais dit non, le challenge, c'est de la mettre sur votre fil. Il faut accepter, tu vois, de se mettre en difficulté. Et finalement, il y en a plusieurs qui ont pris le jeu au sérieux, et je vois qu'il y avait de l'engouement, tu vois, les gens ont vraiment envie d'y aller. Ils ont juste besoin qu'on les drive et qu'on leur dise tu peux le faire et tu vas y arriver, tu vois. C'est souvent un manque de confiance en soi, en fait, quand on fait pas de vidéo. C'est vrai, la confiance, c'est assez compliqué. C'est la base. Mais c'est la base, mais aussi j'ai l'impression, ce qui arrive, c'est qu'on a des fois aussi cette perception un peu, on peut dire, irréelle, sur les réseaux sociaux, où est-ce que
on a l'impression que tout le monde y arrive. Et oui. Tout le monde gagne leur vie à 50 000 de CA par mois. On voit ces chiffres. Et après, c'est vrai que c'est au niveau de la confiance, c'est difficile. Hein, ouais, c'est ça. Le problème, c'est qu'on se compare beaucoup et que sur le réseau, les gens montrent que leur réussite finalement, que la belle couverture du magazine. Alors que moi, je pense qu'il faut faire tout l'inverse. Je pense qu'il faut montrer ses réussites, mais aussi ses échecs. Parce que les gens, ils achètent avant tout, comme on a dit, une personne. Et une personne, elle n'est pas parfaite. Elle fait beaucoup d'échecs. Et les gens, ils ont besoin d'adhérer à quelqu'un qui rame, qui a des difficultés, qui se remet en question, qui dit oui, là j'ai échoué, là j'ai pas gagné d'argent, j'ai pas fait le speak LinkedIn, mais c'est pas grave, je continue. Et les gens, ils ont besoin d'être inspirés par des gens comme ça. Ils ont pas besoin d'avoir des gens arrogants qui sont du matin au soir à dire je gagne des milliers d'euros. Je pense que l'arrogance, ça paiera jamais, tu vois. Que quelqu'un d'authentique, de vrai, qui va peut-être galérer, il aura beaucoup plus de gens qui vont adhérer à ce qu'il fait. Moi, en fait, les profils que j'admire le plus, c'est ceux qui ont commencé à documenter leur histoire dès le début. Donc, par exemple, je pense à Théo Lion de Kudak. Et oui, c'est très fort. Donc, lui, justement, c'est quelque chose que j'admire énormément. Donc, dès le début, tu sais pas si ta boîte va réussir. Et non. Mais tu as eu le courage de te lancer sur YouTube, sur LinkedIn et raconter ton histoire, non? Oui, tout à fait. Il est très, très fort là-dedans et je pense qu'il va aller très loin, d'ailleurs. Oui, on l'a eu sur le podcast la première saison. Super, il est très aimé et c'est vrai qu'il se débrouille très bien. Et en fait, c'est la technique du building public, c'est-à-dire on part dans l'aventure avec son audience, on y va et on est tout à fait transparent avec elle. Et donc ça, il faut accepter de dire quand il y a des échecs et quand il y a des doutes. Il y en a plein, ils disent aujourd'hui je fais le building public et en fait ils racontent ils cachent plein de choses. Je pense que le vrai building public, c'est vraiment tout raconter à son audience. Et tu vois, moi j'avais fait un bootcamp il n'y a pas très longtemps dans un château. C'est vrai? Ouais, je l'ai vu. Oui, t'as vu? Oui, c'est cool. Et c'était super cool, tu vois, j'avais rassemblé 10 entrepreneurs, j'avais tout organisé de A à Z. Et l'autre fois j'ai fait un post pour dire que j'ai gagné 0. J'ai rien gagné avec ce bootcamp parce que j'ai eu des gros frais. Tu vois, j'avais par exemple fait des peluches personnalisées faites en France. Et c'est ça qui m'a bouffé mon bénéfice, tu vois. Mais c'était la petite folie et je regrette pas finalement. Mais tu vois, c'est aussi ça être honnête, tu vois. C'est parce que je mets aussi mon image en jeu, tu vois. Les gens ils peuvent se dire ah ouais mais Caro elle fait un bootcamp, il a pas marché, elle sait pas gérer son truc, tu vois. Mais moi je me dis non, au contraire, je montre que j'ai fait des erreurs et que j'apprends de mes erreurs, tu vois. Et là justement je rebondis et j'en refais un dans un mois. Ah ouais? Ouais. J'espère que cette fois-ci ça va marcher. Tu vas encore faire des peluches? Non. Cette fois-ci non. Non, cette fois-ci j'arrête les peluches. Non, mais c'est super intéressant. Si jamais je voulais te demander un petit peu, pour nos auditeurs qui nous écoutent, quelles seraient les étapes à suivre pour pouvoir se lancer dans la création de contenu? Donc, quelles seraient un petit peu, les étapes ou une checklist de trucs à prendre en compte pour le faire? La checklist, c'est déjà voir quelles sont mes valeurs, à qui est-ce que je veux m'adresser et quels produits je vais vendre finalement. Parce qu'il y en a plein, ils se lancent et ils savent pas trop où ils vont, tu vois. Ils savent même pas vendre leurs produits en fait. Il faut arriver à comprendre ce qu'on vend et pourquoi on le vend, tu vois. Comprendre bien la douleur de son audience et arriver à lui parler avec des mots simples finalement. Et ensuite, pour toucher le cœur de son audience, il faut parler avec sincérité, avec des mots simples et ne pas tricher comme on a dit. Et après, essayer des formats comme on a dit aussi, mixer, se challenger, aller là où les autres vont pas, ne pas oser, vraiment oser être soi-même à 100%, tu vois, ne pas s'enfermer dans quelque chose et se dire je vais faire ça toute ma vie et ça va pas changer. Vraiment se laisser la porte ouverte et tester des choses. Et finalement, des fois, on teste des petits trucs qui vont nous amener à créer quelque chose de sympa. Tu vois, l'autre fois, je me suis inscrite à la boxe pour reprendre un peu le sport. Et dans la journée, je reçois un message de quelqu'un qui me dit « Caro, il y a un championnat de boxe, t'as envie de le faire ?» Je dis « Mais écoute, moi je suis pas du tout forte, je débute juste. » Il me dit « Ouais, non, mais c'est ouvert aux débutants, tu peux t'inscrire et tout. » Donc je me suis inscrite et maintenant je me retrouve inscrite à un championnat de boxe avec 600 personnes fin avril. Ah, super. Et donc du coup, je me suis dit « Je vais documenter ça sur YouTube et ça va me faire du contenu, tu vois, ça va être sympa. » Donc il faut vraiment faire confiance à la vie et tester vraiment des choses. Et je pense que la base de toute création de contenu, c'est d'avoir confiance en soi. C'est une fois que tu as confiance en toi, tu peux aller très très loin parce que tu te dis on est tous à égalité, j'ai aussi de la valeur et je vais essayer de la transmettre du mieux que je peux et c'est comme ça aussi que je vais que les gens vont adhérer à ce que je dis. Un des gros problèmes en création de contenu, souvent, c'est qu'on dit qu'on n'a pas d'idées. On ne sait pas sur quoi créer du contenu. Quels seraient un petit peu tes conseils pour trouver ces idées de contenu? En fait, des idées, il y en a partout, il y en a tous les jours. Il faut juste penser à les noter quand on en a. Moi, j'ai un carnet, je note toutes mes idées. Et le soir, j'écris mes posts parce que c'est là que j'ai le plus d'inspiration. Donc, ne pas hésiter à noter ses idées.
aussi à penser aux problèmes de ses clients, donc écrire des posts qui vont répondre aux problèmes. Comme ça, le client, quand il va lire, il va se dire, ah bah oui, elle a compris quelle était ma plus grosse douleur. Ensuite, parler aussi de son travail, comment ça se passe. Enfin, en fait, on peut parler de plein de choses, hein, de ses doutes, de ses réflexions du moment. Parler aussi de soi-même personnellement, de son histoire. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut parler quand on est réfléchi, tu vois. Est-ce que tu recommandes, par exemple, des fois, on recommande d'avoir des piliers de contenu, de se spécialiser dans 2-3 sujets concrets. Est-ce que tu penses que c'est aussi important d'avoir ce type de pilier pour nos formats vidéo? Moi, je pense qu'il faut rester quand même libre de ce qu'on a envie de faire. Et moi, j'ai pas envie de m'enfermer dans quelque chose, tu vois, parce que je suis quelqu'un d'assez... j'aime bien la liberté. Et j'ai pas envie de m'enfermer dans une boîte et de me dire, bah, Caro, tu vas parler que d'entrepreneuriat ou que de challenge, tu vois. J'ai envie de me laisser la porte ouverte aux opportunités, à d'autres choses, tu vois. Et ce que j'aime bien avec mon travail, c'est que mes clients, ils sont toujours différents. Et j'apprends beaucoup aussi avec eux, donc c'est hyper intéressant. Ce qui doit être intéressant aussi, c'est quand tu travailles avec des clients à différents univers, tu dois aussi, toi, t'embarquer dans ces univers, en fait. Oui, c'est ça. Et du coup, moi, je fais des recherches sur leur travail, justement sur leurs points de douleur, comment est-ce que je peux améliorer un petit peu leur élocution quand ils vont parler devant la caméra. Donc, c'est tout un travail qu'on fait ensemble et en fait, ça nous apporte tous les deux, tu vois, et c'est ça qui est hyper puissant. Avant, tu m'as mentionné un petit peu, mais j'aimerais bien en revenir parce que on l'a pas enregistré, mais tu vas te lancer sur YouTube. Et oui, bien sûr, et je suis déjà lancée. Tu es déjà lancée sur YouTube. Moi, j'ai que 100 abonnés, hein, donc c'est le tout début. Mais oui, c'est mon gros challenge du moment parce que bon, ça y est, LinkedIn, maintenant je suis à l'aise, j'ai une bonne communauté et donc j'ai envie de me challenger un petit peu ailleurs. Et je sais que YouTube, c'est très dur. Et moi, j'aime les challenges conséquents, j'aime pas les petits défis. Et je sais que YouTube, ça va être un gros défi parce que ça va être sur du long terme et qu'il va vraiment falloir que je m'investisse dessus. Donc c'est quand même un travail que j'ai envie de faire aussi sur moi-même et je pense qu'au final, ça sera payant. On fait un build in public pour YouTube, donc du coup, voilà. C'est la même chose. Exactement, c'est pareil. Donc, quel est ton plan, en fait, pour YouTube? Bah, j'ai pas de plan. Okay. Le plan, c'est qu'il n'y a pas de plan. En fait, pour le moment, j'ai pas vraiment de plan. J'avais une idée de rencontrer des gens un peu que je connais pas et leur demander quel était leur vœu le plus cher et que j'essaie de leur réaliser. Okay. Pour leur montrer que finalement, avec du travail et de la détermination, on pouvait arriver à tout ce qu'on voulait dans la vie. Et en fait, moi, aujourd'hui, c'est ça qui me plaît le plus. C'est pas vraiment gagner de l'argent, c'est aider aux autres à croire en eux et à se dire que finalement, leurs rêves les plus fous, ils peuvent arriver à les faire. Parce que moi, aujourd'hui, tu vois, il y a 2 ans, j'aurais jamais pensé que je pourrais vivre de la vidéo ou que j'aurais des posts sponsorisés avec des grandes marques. Et quand je vois que c'est possible, tu vois, je me dis, mais finalement, on peut tous y arriver, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai envie de parler aussi à ceux qui étaient comme moi, j'étais il y a 2 ans, qui étaient réservés, qui osaient pas prendre la parole, qui laissaient les autres décider à leur place. J'ai envie de leur dire, regardez, si vous y allez à fond, ça ne peut que marcher. Et je pense que YouTube, c'est un très bon canal pour se challenger, justement. Parce que c'est justement des formats très longs, YouTube de plus en plus. Il y a aussi les shorts, mais je pense que le format très long va marcher aussi de mieux en mieux. Parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est l'investissement qui va marcher. Je pense que TikTok, c'est bien, mais je suis pas sûre que ça marche sur le long terme. Parce que le snack content comme ça, rapide, tu vois, ça se consomme et voilà, ça se jette, tu vois, un peu comme une pomme qu'on croque et voilà. YouTube, c'est vraiment de l'investissement où on va mettre toute sa chair dedans et ça va rester, tu vois. C'est vraiment quelque chose qu'on construit petit à petit. Et on se challenge, on apprend, on se challenge et à force, ça fait un château, tu vois. Et voilà, moi, c'est mon gros challenge du moment. Donc, on va voir ce que ça donne. Non, mais c'est super. Mais justement, on parlait du snack content, des shorts, par exemple. Nous, c'est vrai que les shorts, on aime bien pour pouvoir faire la promotion des longues vidéos. Non, donc c'est aussi une stratégie qu'on voit de plus en plus. Non, c'est vraiment, par exemple, pour ce podcast, justement, avoir des shorts qui vont pouvoir nous aider à avoir des petits moments clés du podcast. Ouais, non, mais c'est bien ça. Non, mais c'est vrai que c'est bien aussi les shorts parce que les gens aujourd'hui, ils sont très pressés. Et du coup, ça leur permet de montrer un petit peu un petit extrait de l'épisode. Donc ça peut être bien, ça peut toucher une audience aussi différente. Donc... Mais j'aime bien le sujet en fait du projet parce qu'en fait on parle un petit peu on parle beaucoup maintenant de la définition du succès, non? Parce que avant le succès c'était un truc assez défini. Non, c'était quelque chose, on devait réussir au travail, à l'école, la famille et tout. Et là le succès finalement ça peut être ce que tu veux. Et ouais, c'est ça. Chacun peut avoir notre définition du succès. Et du coup, justement, si le rêve, si pour toi le succès, c'est de gagner de l'argent, si pour toi le succès, c'est d'avoir un emploi qui te permet de passer le temps avec ta famille, donc c'est quelque chose que c'est intéressant en fait. Ouais, non, mais c'est ça, on a chacun un grand rêve en nous. Et souvent, on se dit, c'est impossible, tu vois, j'y arriverai jamais, je peux pas le faire. Moi, je pense que non, les barrières, elles sont dans notre tête et que finalement, on peut tous y arriver, tu vois.
Mais aujourd'hui, le plus grand des succès, je pense, c'est de donner confiance à quelqu'un, de lui dire tu peux le faire, tu vas le faire, et t'es légitime pour le faire, tu vois. Je veux vraiment que les gens aujourd'hui se disent la chance appartient à tout le monde, et on a tous quelque chose qui nous rend unique finalement. Donc, tu vois, il faut arrêter de se trouver des excuses, de se dire la chance appartient aux autres parce qu'eux, ils ont eu des contacts, ou ils avaient de la famille qui travaille là-dedans. Non, la chance, il faut se la créer, il faut se lever, il faut se challenger, et il n'y a pas de raison que ça marche pas. C'est super inspirant. C'est très profond. Toujours. Pour terminer, si jamais, à part de YouTube, quels sont tes plans ou quels sont les plans de Karogori? Les plans de Karogori, c'est de faire confiance en la vie, c'est de faire de chaque jour une chance finalement, parce que on a la chance d'être en bonne santé, de pouvoir vivre, de pouvoir profiter de sa famille, et ça n'a pas de prix. Le temps ne s'achète pas, le temps a une valeur inestimable, parce que le temps qui est passé, on le retrouvera jamais. Donc Karogori, elle va continuer de profiter de la vie, de donner du plaisir aux autres et de montrer aux autres que tout est possible et qu'il faut croquer des bananes à pleines dents. Merci beaucoup Caroline d'avoir participé au podcast. Avec plaisir, merci à toi Julie. On se revoit à la prochaine. Ouais.